Chapitre 36 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Si vous en aviez la possibilité, avec quelle personne célèbre aimeriez-vous vous entretenir pendant 3 heures? Et pourquoi? La réponse de Julie de France. J'aimerais parler pendant des heures avec Ted Kaczynski, plus connu sous le nom Una Bomber. Malgré ses crimes et son idéologie, le manifeste qu'il a écrit m'intrigue. J'aimerais comprendre pourquoi cette personne si intelligente s'est retrouvée avec des intentions si peu en adéquation avec son mental. On passe à la réponse de Nina de Corée du Sud. Je voudrais parler avec Jeanne d'Arc. Est-ce vrai qu'elle a été touchée par l'Esprit Saint? Je suis curieuse au sujet de sa personnalité et de ses tendances. J'aimerais avoir des détails. Et je voudrais lui poser cette question aussi. Que représente pour vous l'armée et la religion? À présent, la réponse de Cara du Wisconsin aux États-Unis. Albert Einstein, sans doute. Je dois mentionner que mon idée de cette personne est grandement influencée par son portrait comme il est représenté dans le film de 2023, Oppenheimer, qui montre un Einstein très charmant et gentil. Cependant, dans mon expérience, ça peut être un moment précieux d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est un expert dans un monde dont vous n'êtes pas très familier. J'ai eu une expérience similaire quand j'ai commencé l'universitaire, faisant partie d'une expérience d'orientation où j'avais l'opportunité de faire partie de petits cours chaque jour en mathématiques et en physique. Pour le contexte, j'étudie l'art en studio et l'italien. Pendant cette semaine, j'ai été étonnée par les idées que j'ai vues. Par exemple, mon essai pour comprendre la quatrième dimension m'a rendue incroyablement stupéfaite et frustrée, mais tout pour le mieux. J'imagine que si j'avais la chance de partager 3 heures avec Albert Einstein, espérant qu'il soit aussi gentil et charmant que dans le film, mon esprit grandirait beaucoup et ses idées donneraient certainement à réfléchir. Lui ou Olena Zelenska? La réponse de Julie d'Australie. J'aimerais interviewer Oprah. Elle interviewe toujours d'autres personnes, mais on la voit rarement être interviewée. J'aimerais savoir d'où elle tire sa motivation et sa passion, car elle est partie de rien et n'a pas eu un bon départ dans la vie. C'est intéressant pour moi qu'une femme noire issue d'une partie pauvre de l'Amérique soit aujourd'hui l'une des femmes les plus riches du monde et qu'elle l'ait gagnée par son propre mérite, sans héritage ou mariage. J'aimerais connaître sa philosophie de vie, sa routine quotidienne, en d'autres termes, les pratiques qu'elle utilise au quotidien comme la méditation, la gratitude, etc. Je me demande pourquoi elle continue à interviewer des célébrités. À ce stade, elle doit sûrement trouver beaucoup d'entre elles futiles et ennuyeuses. J'aimerais aussi savoir quelles compétences elle n'a pas encore qu'elle aimerait vraiment avoir. Et j'aimerais savoir ce que cela fait d'être adorée par tout le monde. La réponse de Yanis de France. Je souhaiterais rencontrer la famille royale du Maroc et pouvoir échanger avec eux sur les responsabilités du pays, sur la manière dont ils vivent et sur leurs projets. On passe à la réponse de Tracy du Minnesota aux États-Unis. J'aimerais m'entretenir avec Oprah Winfrey parce que j'ai tant de respect pour elle. Elle a eu une enfance très difficile, mais elle ne joue pas le rôle de victime. Par contre, elle est devenue une des femmes les plus riches, les plus célèbres et les plus respectées au monde. Mais elle ne semble pas égoïste. Elle a eu des expériences incroyables en rencontrant des personnes parmi les plus importantes dans le monde entier. Elle a inspiré des changements importants avec son club de lecture et ses émissions spirituelles.
Elle apprécie les petits plaisirs quotidiens, ses chiens, un chai latte et une bonne conversation sous son arbre préféré. À présent, la réponse de Shadia du Maroc. J'aimerais parler avec Yacine Bono, le gardien de but marocain, à propos des questions relatives à l'avenir de l'éducation. Comme je fais de l'athlétisme, j'aimerais aussi des conseils pour mieux courir et discuter de l'âme du sport. La réponse d'Ornella de France. J'aimerais discuter avec Jul, le rappeur, parce que dans ses textes, il parle de ses souffrances et de ses réussites. J'ai l'impression d'avoir vécu ce dont il parle. Il dit par exemple que si on ne veut pas être déçu par les gens, il ne faut pas les calculer. Je voudrais savoir comment il en est arrivé à écrire tout ce qu'il dit pour voir si je peux faire pareil de mon côté. La réponse d'Irénée d'Italie. J'aimerais m'entretenir avec Italo Calvino, l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle, un siècle qu'il a traversé dans les 60 années, dans les 60 années, pardon, qui ont changé le monde. Des années 20 aux années 80 et qui ont des effets dans notre présent. Après avoir lu Leçons américaines, j'y vois une capacité exceptionnelle d'analyser la société et d'arriver à anticiper son évolution. Donc, je lui poserai des questions relatives à l'actualité. La réponse de Marionneau de France. J'aimerais parler de rugby avec Antoine Dupont. Je voudrais mieux connaître son parcours, savoir pourquoi il a choisi ce sport et s'il a déjà failli arrêter et pourquoi. La réponse d'Alexandra du Canada. Très certainement, comment Nathalie Portman parvient-elle à briller dans toutes ses sphères professionnelles sans relâche depuis 30 ans? Quel est son super pouvoir de slasheuse? Actrice, productrice, réalisatrice, égérie Dior, ambassadrice de l'UNESCO. 3 heures ne suffiraient pas. On passe à la réponse de Vladimir de Russie. Pendant mes années d'études, j'ai découvert la philosophie de Platon. Elle a exercé sur moi une forte impression et petit à petit, j'ai lu tous les dialogues de Platon qui étaient à ma disposition. Cette impression ne concernait pas seulement les idées philosophiques de Platon, mais aussi sa position de vie. L'image du philosophe créé dans ces dialogues, celui qui n'est pas adapté à la vie moderne, ridicule et maladroit dans les situations quotidiennes, mais qui perçoit les fondements profonds des choses et du monde en général, m'a semblé très contemporaine. Cette impression d'étudiant est restée avec moi toute ma vie. Beaucoup plus tard, environ 30 ans plus tard, étant déjà un enseignant mature, ayant travaillé pendant de nombreuses années à l'école, j'ai monté une pièce de théâtre intitulée Socrate et ses opposants, basée sur les dialogues de Platon, dans laquelle la sagesse de vie et le désordre quotidien de Socrate étaient opposés au cynisme et au pragmatisme des sophistes. La pièce de théâtre a été jouée de manière tout à fait contemporaine et a été perçue ainsi par le public. Pour moi, cela a toujours été et reste une intrigue de savoir dans quelle mesure l'image d'une personne créée à partir de ces textes correspond à la réalité. Cela m'intéresse particulièrement dans le cas de Platon. Dans quelle mesure ma conception de Platon correspond-elle à l'image réelle? Serions-nous capables d'avoir une conversation humainement significative pendant 3 heures en discutant des sujets qui nous intéressent tous les deux, malgré toutes les différences de contexte socio-culturel dans lesquels nous sommes plongés? Je ne suis pas sûre, honnêtement, que 3 heures suffiraient pour comprendre. Cette communication ne ferait que brouiller l'image. Mais même pour ces 3 heures, je serais reconnaissant envers les puissances
supérieur. On passe à la réponse de Johanna de Californie aux États-Unis. J'aurais probablement envie de discuter avec Voltaire pendant 3 heures. Il était si en avance sur son temps et contemporain, et ses œuvres et ses enseignements sont toujours intemporels. Sa compréhension de la logique, du raisonnement et sa conscience de la stupidité de l'homme ordinaire sont des plus comiques et rafraîchissantes. Je pense que ce serait un type amusant avec qui parler. La réponse de Yungting de Taïwan. Je suis vraiment passionnée par l'histoire ces derniers temps. Donc j'adorerais retourner dans le temps pour parler à l'un des rois ou reines du passé. Cela pourrait être n'importe qui. Je ne vis pas dans une société qui apprécie la monarchie, donc je suis curieuse de savoir ce que c'est que de naître dans une monarchie. Crois-tu que tu es né pour gouverner ou être supérieur aux autres? Pourquoi les gens pensent-ils cela? C'est tellement contraire à mes valeurs, donc j'aimerais rencontrer l'un des rois ou reines du passé qui contrôlait son pays et avait du pouvoir. La réponse de Vlad d'Ukraine, la Grèce antique. C'est un endroit où un sujet tel que la philosophie a eu ses tout premiers débuts. Socrate, Platon et Aristote sont les philosophes les plus célèbres de l'époque que beaucoup de gens connaissent. Mais il y en a beaucoup d'autres. Les idées de questions qui suscitent la réflexion sur la morale, la justice, la démocratie, etc., y sont apparues et nous les utilisons encore au XXIe siècle. Elle a également apporté des contributions étonnantes à la fois à la littérature et au théâtre. La poésie épique et lyrique, ainsi que le drame, à la fois la tragédie et la comédie, sont les marques de fabrique des Grecs. Tout ce qui précède n'est qu'une petite partie de leur histoire. Ils ont également contribué aux mathématiques, à la science, à la médecine, à l'architecture, à la démocratie, etc. Cela me fascine de penser que les gens qui vivaient il y a plus de 2000 ans ont été capables d'influencer le monde de manière étonnante à travers l'épreuve du temps. En plus de tout ce qui précède, j'aimerais vraiment passer un peu de temps parmi les gens pour voir comment ils vivaient, comment ils communiquaient et quels étaient leurs intérêts. J'aimerais également visiter le célèbre théâtre grec antique en tant que spectateur et en tant qu'acteur ou metteur en scène. On passe à la réponse de Karen de Californie aux États-Unis. Je partagerai un long repas avec le réalisateur de cinéma américain Mike Nichols. Il a dirigé tant de mes films préférés, du Lauréat, The Graduate, au Mystère Silkwood et ses adaptations de pièces de théâtre telles que Qui a peur de Virginia Woolf? Wit et Angels in America sont exceptionnels. J'aimerais avoir la chance de lui poser des questions sur sa carrière et les choix qu'il a faits dans son travail et dans sa vie. La réponse d'Asli de Turquie. Si j'avais la possibilité, j'aimerais rencontrer Neil Gaiman et Eddie Vedder. Ce serait génial de passer du temps avec l'un de mes auteurs et musiciens préférés. J'aimerais juste passer du temps avec eux sans faire quelque chose de particulier. J'apprécie leur créativité et peut-être aurais-je quelques questions à leur poser si je savais que j'allais les rencontrer. La réponse de Steve de Californie aux États-Unis. Je voudrais m'entretenir avec Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis de 1861 à 1865. C'était une période cruciale dans l'histoire américaine où le pays se trouvait dans une grande guerre civile sanglante divisée par l'institution de l'esclavage.
Avec ses paroles et dans les lettres et les discours qui ont révélé son intellect et sa compassion, on rencontre un homme dans son moment historique. Le langage et la prose dans ses discours, notamment à Gettysburg et à sa seconde investiture présidentielle, sont parmi les meilleurs écrits dans la vie politique américaine. C'est particulièrement impressionnant parce qu'il est venu des circonstances très pauvres où il était élevé au Kentucky dans une simple cabane dans la forêt. Un autodidacte, il n'est pas allé à l'école jusqu'à son entrée à la faculté de droit. Même dans les portraits photographiques, on peut sentir dans ses yeux le poids du sacrifice et la tristesse profonde qu'il a portée en tentant de faire terminer le conflit et de réunifier, voire de sauver la République américaine. Malheureusement, il a été assassiné le 15 avril 1865, une semaine après la capitulation de l'armée du Sud, les Confédérés, et donc la fin de la guerre. Il n'a pas assez vécu pour réaliser son programme qui avait proposé un esprit de pardon et de miséricorde envers les vaincus. Ce rêve est mort avec lui et le pays s'est encore divisé entre le nord et le sud, comme aujourd'hui. La réponse d'Annabelle de France. La célébrité avec laquelle j'aimerais discuter, c'est Céline Dion, car je trouve que son parcours est incroyable et qui montre sa force. C'est aussi la chanteuse préférée de ma mère. La réponse de Bill de Virginie aux États-Unis. Je voudrais m'entretenir avec Thomas Jefferson, qui a écrit la Constitution des États-Unis. Monsieur Jefferson a été éduqué au collège de William et Mary, qui est situé à Williamsburg, en Virginie, où j'habite. Notre Constitution reconnaît officiellement les droits de l'homme et rejette l'extrémisme. Je suis extrêmement curieux par rapport à son inspiration pour le texte de notre Constitution et la discussion parmi les révolutionnaires. Quelle était l'inspiration pour la notion des droits et de modération, division du pouvoir dans notre Constitution? Avec la notion des droits universels, il y avait des discussions à propos de l'esclavage. Quels étaient les vœux profonds de M. Jefferson et de ses collègues? Quelles étaient leurs perceptions du risque personnel pour faire la rupture avec le Royaume-Uni? J'ai beaucoup de questions pour M. Jefferson, pour comprendre le contexte et la volonté d'établir notre Constitution et la fondation de notre République. Enfin, je note que M. Jefferson était très intéressé par les vins français et il faisait beaucoup d'efforts pour cultiver les cépages européens en Amérique. Quels étaient ses défis et ses succès et pourquoi? On passe à la réponse de Laura d'Argentine. Si c'était possible de parler 3 heures avec une célébrité, ce serait sans aucun doute avec Cervantes, mon écrivain adoré. J'apprécie et aime beaucoup d'écrivains, mais lui, il est au sommet. J'aime son écriture et je l'aime comme être humain. Du coup, la première chose que je ferais, ce serait le serrer fort, fort, fort dans mes bras, le couvrir de baisers et lui dire merci 1000 fois. Et pourquoi pas lui crier je t'aime. Je voudrais en savoir plus sur sa vie, mais aussi j'aimerais parler avec lui de l'amour, de la société de son temps, de la relation humaine avec l'impossible et bien sûr de la justice, tout en sachant que nos grilles de lecture doivent forcément être différentes car on appartient à des époques éloignées. Je voudrais lui exprimer mon admiration pour son amour et respect de la femme, pour ces femmes intelligentes, débrouillardes, audacieuses, instruites, qui dévoilent son extrême amour pour la condition féminine au XVIIe siècle. Je voudrais lui poser des questions. Dis-moi, mon cher, qui est-ce exactement Sancho Panza? Car à chaque fois que je lis le Quichotte, je me pose la même question. Quel est exactement l'enjeu mental de Sancho?
Par moments, il sait que son maître est fou, par moments, il ne le sait pas. Il arrive à lui poser des pièges et à créer lui-même des situations chevaleresques, comme l'enchantement de Dulcinée. Alors, il sait, mais il attend toujours son fameux archipel. Est-ce à cause de son ambition qui le rend parfois aveugle? Ton personnage Don Quichotte est génial, adorable, sage, mais ton Sancho Panza est une trouvaille encore plus complexe, car on ne peut pas décider qui il est. Son point de vue concernant la folie de Don Quichotte est indécidable. Par moments brillant, par moments niais, par moments narquois, par moments naïf. As-tu une réponse? S'agirait-il d'un truc expérimental? Qu'as-tu ressenti quand tu as décidé de le créer? Du soulagement? De la joie? Dis-moi, comment te débrouillais-tu pour écrire après des heures d'un travail aussi ingrat et pénible que celui de percepteur d'impôts? Tu dormais très peu, n'est-ce pas? Je sais que tu soupçonnais son futur succès, mais j'aimerais avoir la joie de te raconter que ton Don Quichotte est est un des sommets de toute la littérature mondiale, traduit dans des centaines de langues. Tu t'en doutais, tu le dis à plusieurs reprises dans ton roman, mais j'aimerais bien te le confirmer. Je lui dirai, on t'a enterré dans une fosse commune, ces espèces de salauds, ces crétins, ces ignorants. Mais c'est seulement au XXIe siècle qu'on a pu reconnaître ta dépouille et maintenant, depuis peu, tu reposes dans un tombeau propre avec un monument. J'adorerais lui dire, ton adversaire, Lope de Vega, n'est pas aussi célèbre, ni aussi lu, ni aimé, ni admiré que toi. Accroche-toi, c'est seulement au XXIe siècle qu'on a découvert l'identité de ton grand ennemi, Geronimo de Pasamonte. Cet usurpateur de ton honneur qui a fait sien ton exploit héroïque à Lepanto, quand tu t'es battu malade et fiévreux, malgré l'ordre contraire de ton capitaine, recevant des blessures qui ont rendu inutilisable ta main gauche. Ce fut un des plus grands motifs de fierté. Ce fut un de tes plus grands motifs de fierté. Et voilà que ce lâche de Passamonte s'attribue faussement ton comportement courageux lors d'une bataille qui n'a pas vraiment existé dans le récit de sa vie, car l'ennemi a pris la fuite. Ce voyou qui se cachait derrière le pseudonyme de Avellaneda, n'avait pas pu publier sa vie, connue aujourd'hui, mais sa haine prend la forme du Quichotte apocryphe. Ah, mon brave, comme tu as dû te réjouir voyant que l'on cherchait partout son identité que tu connaissais depuis toujours, depuis l'invention de cet esclave de galère dans ton premier livre. La meilleure vengeance, te taire et laisser tout le monde faire des hypothèses et le laisser tomber dans l'oubli. Quand je te relis, à l'heure actuelle, voyant comment tu as répondu au texte du Quichotte apocryphe et à la vie de ton rival, je découvre un autre roman, encore plus génial, plus riche, plus spirituel, car tu as su parler à une seule personne de son et de ton vivant, lui envoyant et recevant de lui des messages bien clairs, mais seulement lisibles pour vous deux. C'est époustouflant. Sais-tu qu'il a fallu qu'un grand professeur écrive Hacen falta 400 años para entender a Cervantes? Il faut 400 ans pour comprendre Cervantes, pour découvrir ton secret crié et semé le long de tes œuvres? Oui, une pièce de théâtre policière avec détective et tout. Ne t'inquiète pas de ne jamais avoir obtenu un poste en Amérique, car tous les déboires de ta vie t'ont emmené à devenir celui que tu es. Comme je suis heureuse que tu connaisses en étant en vie ton succès littéraire. Je le sais, c'est un jeu qui me permet de rêver.
Au lieu de galérer, tu serais connu, aimé, suivi, cité, en vie. Car je sais que tu as beaucoup souffert. Je t'imagine, je te vois, vexé et humilié. Quelle justice poétique et réelle s'est faite sur toi, qui a fait de la recherche de la justice un drapeau mondial. On retourne en France avec la réponse de Zineb. Avec Nelson Mandela, pour profiter de ses expériences et sa résilience face au monde, lui qui a su rester libre malgré ses longues années d'emprisonnement. La réponse de Cathy du Maryland aux États-Unis. J'aimerais m'entretenir avec le journaliste de musique Ben Fong Torres parce que sa carrière est une fusion de deux de mes intérêts, la musique et l'écriture. Il a vécu une carrière très longue et très intéressante. Il était sur scène quand beaucoup des musiciens de rock and roll commençaient leur carrière. Aussi, sa propre histoire est unique. Ses parents sont venus aux États-Unis de Chine à une époque où c'était interdit. Son père a acheté un faux certificat de naissance pour un homme des Philippines. C'est l'origine du nom Torres. Malgré ses origines difficiles, Ben Fong Torres a travaillé avec beaucoup de courage et a trouvé le grand succès. La réponse de Margarita d'Espagne, Carl Jung. J'adorerais avoir l'opportunité de converser avec Carl Jung, un médecin qui a apporté tant à la psychologie profonde. Sa grande intuition, sa vision du futur, son intérêt pour la culture et la spiritualité me fascinent énormément. Je pense que n'importe quelle question qu'il pourrait me partager me laisserait ébloui. La réponse de Kevin de France. J'aimerais pouvoir discuter avec l'acteur Johnny Depp pour apprendre à mieux le connaître et pour échanger des anecdotes sur nos parcours respectifs et se donner des conseils pour vivre dans le monde du cinéma. On reste en France avec la réponse d'Anne. J'aimerais discuter autour d'un bon repas composé bien sûr d'un apéritif, d'une entrée, d'un plat, d'un plateau de fromage, d'un dessert et d'un café accompagné de ses mignardises avec Marianne Chaillan, une prof de philo d'une quarantaine d'années, et avec Fabrice Lucchini, un acteur qui a peu ou prou l'âge de mon père. Je suis sûre qu'on passerait un bon moment tous les trois en alternant des moments de délire et d'autodérision avec des discussions plus profondes sur le choix des mots, la délicatesse ou l'indélicatesse de la pensée et de la langue, ainsi que sur les contradictions et les aberrations du monde actuel. C'est sûr que je kifferai à mort. Et on finit ce chapitre 36 avec Leslie d'Irlande. Je voudrais rencontrer l'Allemande Maria Sibylla Merian, qui est née en 1647 et est décédée en 1717. Artiste et naturaliste qui a vécu une vie extraordinaire. Après la mort de son père, son beau-père lui a donné une formation en art. Dès son plus jeune âge, elle s'est montrée en étudiante douée et indépendante, devenant de plus en plus fascinée par les insectes. Elle a étudié systématiquement le développement, largement inconnu jusque-là, du papillon. Elle a vécu un mariage malheureux, mais ils ont divorcé et elle a continué sa carrière formidable, y compris un long voyage au Suriname pour continuer ses recherches. Ses dessins et ses peintures d'insectes sont sublimes. À bientôt pour le dernier chapitre 37.